projet, donc la production. Rachat de Contrepris. Bonsoir à tous. Alors moi je vais vous parler de détection d'anomalies non supervisées. C'est facile, donc c'est bien, comme ça on a fait un peu le spectre ce soir. Alors je me présente, je m'appelle Guillaume Rochard, je suis data scientist chez Quantimétrie. Moi j'ai un parcours un petit peu atypique parce que je viens pas du monde de la data science mais plutôt du monde du traitement du signal et de l'imagerie satellitaire. Et donc en fait, au fur et à mesure, je me suis réorienté vers un parcours data, donc voilà, petit parcours atypique. Et donc je suis passé par le CEA, j'ai fait pas mal de recherche et développement. Ensuite chez Vinci, où là je faisais l'imagerie satellitaire pour détecter des déformations du sol à partir d'images satellites. Et puis j'ai atterri chez Quantimétrie il y a 1 an et demi, où là je suis dans le monde de la data, et je vais vous présenter une mission que j'ai réalisée chez Quantimétrie. Donc là, on passe du monde du bateau, je vous emmène sur un autre type de moyen de transport, donc celui des avions. Où en fait, le challenge, le client en fait, nous a donné une clé USB, où il nous dit, bah, voilà, là, il y a mes données. Pour des raisons de confidentialité, on ne pouvait même pas les passer sur Internet. Donc, c'était rendez-vous à Gare de Lyon à 18h30 sur clé USB, voilà, c'était un peu espion. Voilà. Donc en gros, dans cette source de données, quand on les a reçues, quand on a regardé ce qu'il y avait dedans, il y avait plus de 5000 capteurs. Ça faisait à peu près 7 milliards de lignes, donc des timestamps à chaque fois, et donc sur à peu près 4 ans de données. Au niveau de la sensibilité des données, donc le mode de réception, vous avez compris, est particulier. C'est impossible de traiter ces données dans le cloud, parce qu'on est sur un système embarqué. Donc il va falloir réfléchir en fait à une infrastructure pour pouvoir traiter ces données, avec un moyen de transport en question. Et en termes de besoin de data science, le client lui se dit, bah, voilà, j'ai une connaissance en fait de mes équipements dans l'avion, mais par contre j'ai du mal à savoir quels sont les capteurs qui interagissent ensemble, parce que c'est pas forcément, en fait, on imagine des situations de réaction en chaîne, où j'ai un capteur sur un équipement, mais qui provoque en fait un problème sur un autre équipement. Et ça, si je regarde équipement par équipement, ben, je ne vais pas savoir ce qui se passe. Donc l'idée, c'était comment regrouper les capteurs qui fonctionnent ensemble, qui ont des interactions ensemble, pour mieux les étudier, et comment détecter des anomalies sur une série temporelle. Donc voilà, le but de cette mission, c'était de répondre à tous ces différents pain points. C'est ce qu'on a tâché de faire dans un délai qui est assez court, et qui était 2 mois, 2 mois et demi. Déjà, ce qu'on a commencé à faire, c'est de se dire, bah, voilà, on va devoir traiter cette volumétrie sous forme d'un système embarqué. Donc on va se créer un petit cluster Spark maison. On va essayer de reproduire les conditions telles qu'elles pourraient être à bord de l'avion. Donc pour ça, on a pris 4 machines, donc qui servaient de driver, et puis 3 autres. On a réparti en fait différents workers avec une stack techno, un Spark 2.2. C'était en février, c'était la première version. Et puis Python 3.6. Ensuite, il y avait cette contrainte de protéger les données. Donc une fois qu'on avait configuré une machine, il fallait penser à toutes les librairies à l'avance, parce qu'on ne pouvait plus du tout se connecter à Internet. Donc là, sur les requirements dont vous avez besoin, vous avez intérêt de bien réfléchir à une librairie que vous allez utiliser. Et puis on a mis ça dans une salle, dans une sorte de petite war room, où il y avait un contrôle d'accès un peu particulier. En fait, certaines personnes pouvaient y aller, pas d'autres. On a quitté les données sur disque si jamais on se faisait voler une des machines. Voilà. Puis la contrainte de l'embarquer, je vous en ai parlé, c'est une architecture qu'on peut embarquer à bord, c'est juste quelques PC
désossé tout seul. Alors, en termes d'anomalies, la première question qu'on s'est posée, c'est qu'est-ce qu'on va chercher à détecter? Moi, je te mets juste parce qu'il y avait. Ouais, super. Là, j'étais un peu en décalage. Ok. Donc, pour ça, la méthode sur laquelle on a commencé par un petit état de l'art, une petite recherche biblio sur les différents types d'anomalies qu'on cherche à détecter. Donc, la première, c'est une anomalie, un type d'anomalie qu'on appelle une anomalie ponctuelle. Donc, je pense que la plupart d'entre vous doivent savoir à quoi je fais référence, mais je vais faire ce petit bestiaire d'anomalie pour bien préciser un peu les choses. Donc, ponctuel, ça peut être un point ou un groupe de points qui est éloigné d'une distribution, mais sur une série temporelle, ça peut être juste un gros pic donc ça sort d'un certain range qu'on fixe. Ça peut être également des queues de distribution. Donc ça peut être aussi ponctuel. L'anomalie contextuelle, là c'est un pic, mais ça ne sort pas d'un range en fait. Typiquement, si vous avez un signal qui est un peu comme ça, ondulatoire, type sinusoïde, vous avez un pic qui intervient à un moment, mais il ne sort pas de range. Les techniques, les algos non supervisés de détection d'anomalies, vous avez appliqué sur des anomalies ponctuelles, là ne peuvent pas fonctionner. Donc il faut penser si ça peut, ça peut fonctionner, mais il y a différentes. Les seuils peuvent être différents. Et enfin, les anomalies collectives, ça c'est un peu les plus compliqués à capter. Imaginez, vous avez un électrocardiogramme et d'un coup vous avez un battement qui saute. Là, les techniques précédentes ne peuvent pas s'appliquer. Du coup, il faut réfléchir à plutôt une analyse de séquence. Je vais vous en parler un peu plus en détail tout à l'heure. Donc ça peut être un saut de battement, mais ça peut être aussi une rampe, comme on voit en bas à droite, un offset comme ça, un décalage. Donc vous passez de deux régimes où vous avez l'impression que ça va se faire. Anomalie collective. Donc une fois qu'on a fait notre petit état de l'art, on s'est dit ok, on va essayer de se mettre, de créer en fait un système de détection d'anomalies en stackant en fait différentes techniques. Parce qu'il y a plus de 5000 capteurs. Donc vous imaginez qu'en fait, entraîner les modèles, nous on n'a aucune idée de ce qui est normal, pas anormal. On avait zéro label, zéro connaissance métier. Accès à des experts métiers, c'était très très compliqué. Parce qu'il y a énormément d'équipements, donc il aurait fallu réserver une grande pièce avec tout le monde et que chacun nous explique qu'il avait mis à la main, donc c'était absolument pas possible. Du coup, on est parti sur la détection d'anomalies non supervisée. Voilà ce qu'on a mis en place comme chaîne de traitement. Dans un premier temps, en fait, à partir de ce CSV, l'idée c'était de créer un pipeline de cleaning de données. Je vais vous présenter un petit peu plus en détail juste après. Ensuite, pour répondre à la question de comment identifier les capteurs et les équipements, les capteurs qui fonctionnent ensemble, un petit clustering avec une méthode basée sur une dynamique time rapide. Je vous expliquerai plus en détail ce que c'est aussi tout à l'heure. Puis une fois qu'on a nos capteurs qui sont répartis dans différents groupes, là on va appliquer nos algos de détection d'anomalies. On va pouvoir les stacker, on va utiliser différentes techniques sur chaque capteur. Ça va nous générer des anomalies à certain time-stamp, donc un L1, certain time-stamp. Ensuite, on va aller agréger ça et déclencher une alarme si, par exemple, 40% de mes capteurs dans mon groupe d'équipement, dans mon cluster, sont en défaut à un certain time-stamp. Donc c'est une approche qui est assez simple et après on peut créer une petite vise pour simplement visualiser ces anomalies et ensuite créer aussi un nombre de causes. Donc vous avez le premier capteur qui s'est mis en défaut et ensuite vous avez la liste de tous les autres capteurs qui s'enchaînent jusqu'à la panne. Pour le coup, là, vous avez une connaissance qui est donc, je vais vous présenter quelques petits problèmes qu'on a eu lors de la préparation de données et les différentes étapes de cleaning qu'on a effectuées. La première, c'est qu'on avait un échantillonnage qui était complètement différent. En fait, on était censé avoir une mesure tous les 1 Hz, puis ce n'était pas forcément le cas.
En discutant avec les experts métiers, ce qui se passait, c'est que parfois il y avait des blocages en fait, dans le multiplexeur qui recueille en fait toutes les mesures de tous les capteurs. Puis vous avez en fait des valeurs qui sont dupliquées. Et parfois vous avez aussi des valeurs qui sautent. Ça dépend des fois. Donc déjà on a fait un petit inventaire en fait, des petits stabdex pour savoir un peu quelles étaient la fréquence du capteur. Et on a trouvé une solution qui est très simple, qui est de prendre la valeur moyenne sur un échantillonnage à raison. Déjà, ça remet en fait toutes les séries sur la même granularité temporelle. Ensuite, on s'est confronté à des problèmes de valeur aberrante. On a regardé un petit peu, on a essayé de comprendre qu'est-ce qui était, c'est délicat, valeur aberrante, anomalie, on est sur des terrains qui sont assez proches. Une valeur aberrante pourrait être une anomalie, mais en fait il y avait certaines valeurs aberrantes qui étaient dues vraiment à la mesure capteur. C'est-à-dire que ce n'était pas l'équipement qui était en défaut, mais c'était le capteur qui avait déconné. Et pour ça, en fait, on voit ici, on est sur des valeurs qui sont 32 000 locales, qui sont en fait en puissance de 2. J'ai oublié la puissance de 2, mais 32 000, c'est une puissance de 2, à peu près, quoi. Et on vient en fait à une valeur de saturation numérique, je crois que c'est 2 puissance de 10. Vous avez le temps de faire le calcul, je vais vous donner la réponse à la fin de la présentation. Donc une fois en fait qu'on a identifié ces valeurs aberrantes, on les enlève, et puis on arrive en fait à rescaler et arriver sur la courbe de droite. Et là on arrive sur quelque chose d'assez intéressant, de se dire ok, en fait là, il va falloir que je me pose la question d'identifier des périodes de fonctionnement de mes équipements. Là, peut-être que typiquement mon avion, là, dans les cases rouges, il est en maintenance. Donc ça ne sert à rien en fait d'appliquer mes algos sur ces périodes-là. Vous remarquez qu'ici, il n'y a pas de notion de temps. Je suis obligé de les masquer pour des raisons de confidentialité. Il n'y aura jamais de notion de temps sur tous les graphes que je vous présente. Voilà, donc typiquement, voilà. Une fois qu'on a identifié ces trous dans les données, soit c'est des périodes de fonctionnement, soit c'est autre chose. L'autre chose, c'est qu'en fait, ce qu'on a appris par la suite en discutant avec les métiers, une fois qu'on a soumis ce problème, ils nous ont dit oui, ok, des fois il y a des périodes de trous où l'avion est en maintenance, donc ça continue de tourner, on n'était pas tout. Il y a des tests qui sont effectués, mais vous avez des capteurs où vous n'avez pas de valeur. Et puis parfois, en fait, s'il n'y a pas de changement d'état, si le capteur mesure 1 et que la mesure, en fait, la constante physique qui est mesurée n'a pas changé, mais en fait, on va pas l'enregistrer. C'est s'il y a une variation, alors on enregistre. Du coup, nous, ça nous embêtait parce qu'on voulait vraiment une valeur par timestamp. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a détecté ça et qu'on a rempli les trous par une méthode qu'on appelle feed-forward. C'est-à-dire, très simplement, on met la dernière valeur, donc par exemple, je donne la colonne brute ici, la colonne de gauche, vous avez tout le timestamp qui sont alignés, vous avez une valeur nulle. En fait, vous prenez la dernière valeur avant une valeur nulle et vous propagez jusqu'à la valeur suivante. Et ce que je vous ai pas dit à gauche, c'est qu'au départ, en fait, on avait des clés. En fait, c'était tous les identifiants des capteurs, des timestamps et des valeurs. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une transformation de notre jeu de données pour avoir en fait le timestamp et ici nos valeurs aussi. On avait une dernière contrainte par rapport au temps qu'on avait pour itérer en fait, sur nos hypothèses, sur notre code, etc. On a décidé en fait de faire une agrégation à la minute. Il y avait un sujet en fait dans notre mission d'analyse de sensibilité, donc détection d'anomalies à la seconde, détection d'anomalies à la minute, à l'heure et à la journée. Donc nous en fait, là, dans le cas précis de ce que je vais continuer de vous montrer, en fait, c'est les résultats sur une agrégation à la minute. C'est aussi intéressant quand vous avez vraiment un très très gros volume de données, de se dire je réduis un petit peu ma dimension en temps. J'agrège un petit peu, et ensuite, si j'ai des résultats concluants, je fais des tests. Ce n'est pas nécessaire de traiter en fait à la seconde, peut-être qu'à la minute ça suffit, ou au contraire ça suffit pas. Ça
s'appelle les échantillons de Disney, etc. Ok, donc ça c'était la première étape. Donc là on se retrouve avec un jeu de données, on a rempli tous nos trous, on a supprimé nos valeurs aberrantes, etc. Donc le but, ça va être de répondre à la question comment regrouper en fait des capteurs qui fonctionnent ensemble. Donc pour ça on a réalisé la méthode de clustering. L'idée c'est quoi? En fait c'est de créer une première matrice de similarité. Donc, je vais prendre mes séries 12 à 2, je vais essayer de trouver une mesure de distance qui me permet en fait de dire si telle série ressemble plus à l'autre. Une fois que j'aurai cette matrice de similarité, je vais utiliser un algorithme pour réaliser le cluster. Et in fine, ce qui va me sortir, ce que ce bout de chaîne va me sortir, c'est une liste de capteurs qui va être associée à différents clusters. Et ensuite, ces clusters, un par un, je les passerai dans la moulinette avec les différents algos qui sont stackés de détection de la. Alors, pour créer la matrice de similarité, on a 5 différentes distances. On est parti au départ sur une distance euclidienne. Donc, c'est tout simplement, on aligne les séries et on mesure en fait, les écarts. Mais c'est pas forcément quelque chose qui est idéal. Parce que si vous avez un déphasage entre deux capteurs, vous allez beau avoir deux séries qui sont très proches, comme c'est le cas entre la série rouge et la série bleue, mais vous avez une distance qui va être importante. Donc l'idée en fait c'est de créer des alignements qui sont non linéaires, donc avec une mesure de similarité qui s'appelle dynamic time wrapping. En gros, on cherche des alignements optimaux sous contrainte. On ne va pas tester toutes les possibilités, sinon c'est trop coûteux en temps de calcul. Pour essayer de mesurer, en fait, de trouver quel est, de capter en fait ces déphasages entre séries et de dire ok, en fait t'es pas si éloigné, t'es juste décalé dans le temps. Donc hop, toi je te récupère et tu viens dans mon cluster. Une fois que ça c'est fait, en fait on crée une matrice. On va mesurer, on va poser en fait dans chaque case des mesures des TW qu'on a réalisées entre les différentes séries. Et à partir de cette matrice de similarité, en fait, on applique un algorithme de clustering. Celui que l'on a choisi ici, c'est un clustering par une classification ascendante hiérarchique. Et ici, en fait, vous avez une sorte une matrice avec le regroupement. Donc là, les couleurs, c'est juste qu'on s'est dit si on avait 3 clusters, ce serait regroupé de cette manière-là. Mais l'idée, c'est que vous pouvez descendre en fait beaucoup plus bas et ensuite définir un certain nombre de clusters optimaux. Et pour ça, je ne sais pas si vous êtes familier de la méthode du coude. En gros, vous avez une méthode qui vous permet de choisir le nombre de clusters optimal par rapport en fait, à une courbe qui commence en fait à présenter une sorte de... Ouais, c'est ça, donc les branches deviennent trop grandes. Et donc avec la méthode du coude, vous arrivez à détecter votre nombre de clusters optimal. Sinon, vous pouvez aussi couper un endroit, en fait, par exemple ici. Et ça vous donne 5, 6, 7, 8 clusters. Donc, il y a une méthode empirique et puis il y a une méthode un peu numérique. Ok, donc une fois que j'ai regroupé en fait mes séries de capteurs qui fonctionnent ensemble, au sens d'une métrique temporelle en fait, du TW, je vais pouvoir passer dans une sorte de moulinette où je vais pouvoir stacker différents algorithmes de détection d'anomalies. Donc le premier, ben, c'est un algorithme qui est vraiment très simple. Je calcule une moyenne glissante en fait, sur ma série. Je fixe un seuil. Par exemple, je crois que sur ce capteur-là, c'était 2 sigma. Et tout ce qui est supérieur à la moyenne mobile sur une certaine fenêtre, plus ou moins de sigma, je le considère comme une forme de nouvelle. Ce seuil est encore une fois très empirique.
Mais on verra plus tard que ça peut se régler. Et ça peut se régler en fonction du niveau de fausse alarme qu'on veut obtenir. Ça, j'y reviendrai tout à l'heure en conclusion de tout. Voilà. Donc ça vous permet, d'une manière assez simple, c'est assez efficace, de détecter les anomalies ponctuelles et contextuelles. Et c'est vraiment des anomalies? Alors, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que tu es sur un cluster. Donc finalement, ce qui va t'intéresser, c'est plutôt l'anomalie du niveau 2 que l'anomalie du niveau 1. Parce que souvent, en fait, ce qui se passe dans ces systèmes-là, c'est que tu as plusieurs pièces qui vont fonctionner ensemble. Tu as des équipements qui se rendent dedans. Donc en fait, souvent, une alarme sur un seul équipement, tu vois, la personne tu vois, qui gère cette alarme-là, elle n'a pas le temps de les gérer, tu vois, parce que si tu as 5000 capteurs et que tu as des anomalies à droite à gauche, en fait, tu passes ton temps à ça et tu n'as pas suffisamment de disponibilité pour pouvoir les gérer. Donc, du coup, l'idée, c'est de se dire, je vais collecter des anomalies sur différents capteurs, à différents instants, et quand ça va dépasser un certain seuil sur mon cluster, là, il va y avoir un problème. Et ce qui est intéressant, c'est que là, pour l'instant, je ne vais pas non supervisé, donc moi, j'avais aucune idée des pannes. Et à la fin, on nous testait, on nous dit, bah voilà, à ces dates-là, à ces timestamps-là, il y a eu une grosse panne, il y a eu des pannes mineures. Et ils nous ont envoyé le truc dans la dernière semaine, en mode, on va tester. Je vous montrais que on était plutôt contents du résultat juste après. Peut-être un peu de chance. La deuxième méthode qu'on a utilisée, c'est pour la détection d'anomalies collectives. Et pour ça, en fait, on est parti sur une méthode d'analyse de séquences, des chaînes de Markov. C'est pas très compliqué à comprendre. En fait, vous prenez votre série temporelle et vous allez découper le range de votre série en différents espaces. Donc, par exemple, ce signal-là, on voit bien qu'il y a une anomalie qui a l'air de type collective au milieu, comme ce qu'on avait vu sur le saut d'un maintenant. Donc, je découpe en espaces, donc very low, low, average, high and very high. Selon différents seuils que je peux mettre, mais c'est pas cherché très compliqué. Hein. Average, c'est la moyenne plus ou moins un sigma. Je vais tout de suite 2 sigma, et puis après tout ce qui est au-delà de 2 sigma. Et donc, l'idée, c'est d'analyser les séquences. Donc, je découpe. Donc, par exemple, je vais avoir une première séquence very low, low, average, high, very high, average, etc. Ça, c'est une première séquence. Bien sûr, la taille de la séquence est tout à fait paramétrable. Vous pouvez essayer différentes choses. Et en fait, vous allez vous rendre compte sur l'ensemble de votre série temporelle qu'il y a des séquences qui reviennent souvent. C'est le cas de celle-ci. Si je prends de l'autre côté de la zone orange, je vais retrouver un very low, un low, un average, un high, un very high, etc. Donc je la retrouve de l'autre côté. Donc je vais compter en fait toutes les séquences que je vais voir, je vais les classer. Et ensuite, je vais voir des séquences qui apparaissent pas souvent. C'est le cas de celle-ci, en fait, je suis en low, average, 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 low, average, high, very high, etc. Donc ça, je ne le vois pas souvent. Et ce pas souvent, c'est un seuil. Donc, grosso modo, si la probabilité de cette séquence est inférieure, je ne sais pas, à 0,05, alors je considère que c'est une anomalie. Peu importe, ça peut se passer. Donc une fois que j'ai collecté toutes, là je peux encore en mettre plein d'animés comme derrière si j'ai envie. Dans les 2 mois, déjà on s'est contenté de ces deux-là, mais on pourrait aussi mettre du supervisé si vous avez des infos sur certains capteurs. Parfois on a une connaissance limitée sur très bien sur certains capteurs, mais pourquoi pas. Et donc en fait, ce que vous faites, c'est que vous connectez en fait toutes ces différentes anomalies et vous allez générer une anomalie de 2e niveau si le pourcentage des anomalies de niveau 1 dépasse un certain seuil. Donc ici, ce qu'on a appris là, c'est vraiment un cas qu'on a restitué en fait, au client. On a pris un équipement qui est en fait issu du contrôle du train d'atterrissage.
4 mois d'analyse, j'ai voulu l'enlever. Et le seuil il est à 0,4. C'est-à-dire que si j'ai 40% de mes capteurs qui sont en défaut, alors je vais lancer une anomalie de niveau 2. Et ça paraît beaucoup, mais en fait, ça, on s'est rendu compte qu'avec ce seuil-là, on arrivait à identifier en avance toutes les pannes qui étaient labellisées pour eux comme étant majeures. Donc, c'est des traits en fait verts. Vous avez les timestamps où la panne s'est déclarée. Et donc, des fois, en fait, on se rend compte qu'il y a une grosse. C'est le cas de la première, un gros taux d'anomalie, et puis plus rien, et puis la panne arrive. Puis des fois, on est très très près. Très très près, mais après, avec l'échelle du temps, ça laisse le temps d'intervenir et de la détecter en avance. Donc, ok, mais vous allez me dire, ouais, mais en fait, il y a des pics bleus qu'on ne capte pas, parce qu'on est en dessous du seuil de 40%. Donc là, en fait, vous allez ajuster. Si on baisse le seuil, par exemple, au niveau 18, en fait, je ne vois pas bien, mais en fait, en revanche, c'est ce qu'on appelle les minor breaks. Donc, c'était des pannes qui étaient moins graves, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire, bah voilà, il y a des pics, en fait, il y a des minor breaks qu'on arrive à identifier. Donc, par exemple, c'est le premier pic à 0,18, il passerait. Et le dernier, là, qui est dans le sapin, il passerait aussi. Mais en revanche, ce qui se passe, c'est que là, si je mets un seuil à 0,18, ces deux pics là ils dépassent, mais en fait, il ne s'est rien passé. Donc je vais commencer à avoir des fausses alarmes. En fait, là, ce que vous commencez à sentir, c'est qu'en fonction des seuils que je vais placer sur mes algos de détection d'anomalies de niveau 1, mais également sur mon seuil de niveau 2, je vais pouvoir en fait gérer la précision et le recall de mon système de détection d'anomalies. Et en fait, je vais pouvoir l'adapter à la capacité en fait, d'intervention et surtout à ce que je veux absolument ne pas louper. En particulier, c'est une major break, c'est ces minor breaks. Là, sur 4 mois, si j'ai 2 fausses alarmes, c'est pas très grave. En fait, je fais un petit check-up, une petite opération de maintenance de contrôle, et puis donc voilà, ça s'arrête là. Mais en gros, ce que je voulais vous présenter ce soir, c'était cette idée, cette méthodologie de détection d'anomalies quand vous n'avez aucune information sur le type de panne, etc. Vous pouvez mettre en place ce type de système. Donc avec 2 niveaux, avec la contrainte de mettre ça sur une embarquée. Pour identifier des capteurs qui fonctionnent ensemble, une technique qui est vraiment très très représentée dans la littérature et pour le coup qui a bien fonctionné dans ce cas-là, c'est d'utiliser du clustering DTW. Et puis les 2 niveaux, l'idée c'était de se dire je vais stacker des algorithmes de détection. Je ne sais pas s'ils sont tous bons, mais en fait ils vont répondre, en fait, ils vont être spécialisés pour répondre à une question. Donc j'essaye d'avoir des systèmes experts sur différents types d'anomalies que j'additionne. Et puis ensuite, je déclenche une anomalie du 2e niveau. Pour détecter mes minor breaks et mes major breaks. Et puis ensuite, je règle, en fonction de ce que je peux faire, le taux de fausse alarme, en fonction de la capacité d'intervention, je peux jouer sur mon seuil de précision d'accord. Voilà, c'est tout, je vous remercie.